Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Et ici, nous sommes là pour parler d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans aucun complexe. Alors, depuis les mobilisations des Gilets jaunes et sous l'impulsion des signalements effectués par le journaliste David Dufresne, la question des violences policières fait l'objet d'un débat national. Enfin, est-on tenté de dire. Car si la population française semble découvrir les violences policières, les quartiers populaires y sont exposés depuis bien longtemps. Habitants violentés, éborgnés, vie perdue, vie volée, pour paraphraser la militante Ramata Dieng, les citoyens et citoyennes des quartiers périphériques connaissent depuis bien longtemps ces brutalités sans que cela ne suscite autant d'émoi. Depuis des décennies, les banlieues pauvres s'insurgent régulièrement lorsque leurs habitants meurent entre les mains de la police. Zied Benna, Bouna Traoré, Ali Ziri, Wissam El Yamni, Lamine Dieng, Gaye Camara, Amadou Koumé, Shaoyo Liu, Ibrahim Abba, Angelo Garant, Adama Traoré et tant d'autres sont morts suite à des interpellations policières ou avec des gendarmes. Des noms peu connus du grand public dont la mémoire hante pourtant leurs proches qui se battent jour après jour. Pour nous parler de ce sujet aujourd'hui, nous recevons Amal Bentounsi, engagé depuis 2012 contre les violences policières. Amel a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Tesse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée. Le ghetto français, c'est pas la jet set. Papa est agent de nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. C'est une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Seul, entouré de 4 frères, dans la misère, ça forge le caractère. C'est les années 80, l'époque est paro. Un de ses grands frères tombe dans les héros. Je te parle d'une vraie meuf de DC qui a plus de vécu que des rappeurs qui s'inventent des vies. Salut Amal. Salut Amal. Bienvenue parmi nous, Amal Bentounsi. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. On vient d'entendre ton nom évoqué dans la bouche du rappeur Kerry James, qui t'a consacré un morceau qui s'appelle tout simplement Amal. Donc c'est un long morceau qui dure plusieurs minutes, 7 minutes, c'est ça ? 7 minutes, ouais. Oui. Où il y fait ton portrait. Donc là, on a pris, hélas, que les premières notes, mais je vous conseille fortement de l'écouter. Alors Amal, tu es porte-parole du collectif Urgence, notre police assassine. Oui. Et tu as fondé l'Observatoire des violences policières. Oui, l'Observatoire national des pratiques et des violences policières, donc avec d'autres familles, notamment la famille de Laoussina Toumgar, la famille de Amadou Koumé, la famille de Abdoulaye Camara, et dont la mienne. Et voilà, on a décidé de se constituer en association. Dans un premier temps, on avait fondé le collectif en 2012. Et on reviendra dessus. Hein. Donc c'est un collectif de familles de victimes de violences policières, ce que tu es toi-même, puisque ton frère Amin Bentounsi est décédé suite à des violences policières. Donc avant qu'on se plonge dans ton parcours et dans ton engagement, je te propose de répondre à ce rituel qu'on a dans Kiffe ta race, Grace. Alors on demande à nos invités qui se joignent à nous si elles se définissent sur le plan racial, et si oui, comment. Je suis perçue comme une femme asiatique dans l'espace public, c'est souvent ce qu'on me renvoie comme image, et Rokhaya est perçue comme une femme noire. Est-ce que toi, Amal, c'est quelque chose qui tu te définis sur ce terrain-là ? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me définis ou c'est la représentation que l'on fait de moi. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelques années, j'ai subi le rappel à ses origines, de me rappeler de me dire que t'es issu de l'immigration. Je pas utiliser le terme beurette parce que j'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça qu'on me percevait. Oui, mais toi t'es une arabe, mais t'es pas une arabe comme les autres. Donc ça, je l'ai souvent entendu. T'es pas comme les autres parce que tu serais... Oui, je sais pas. J'aurais les cheveux raides, alors donc du coup, je serais pas comme les autres. Donc forcément... Donc voilà, donc ça, je l'ai bien senti. Et c'est ce qui a aussi m'a invitée et m'a donné de la force à créer mon propre emploi. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'être soumise à ce truc-là, en fait, de travailler pour des gens qui vont me rappeler d'où je viens. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés en plus avec le prénom Amal, qui fait un peu masculin. Et c'est vrai que pour trouver du travail, c'était un petit peu compliqué
après, lors des entretiens, c'était différent. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup porté préjudice, notamment mon nom. Et puis après, je voyais bien qu'il y avait des difficultés pour moi à trouver du travail. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer ma propre entreprise il y a quelques années. Donc voilà, avant que je devienne militante aguerrie des violences policières. Par rapport aux violences policières, tu as une relation très douloureuse avec cette question puisque ton frère, Amine Bentoutsi, est mort en 2012. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces violences policières ont fait irruption dans ta vie ? Alors, en fait, le déclic, vraiment, ça a été le jour de sa mort. Parce qu'Amine, il avait un parcours atypique, un parcours d'un jeune issu de l'immigration post-coloniale qui avait subi beaucoup d'injustices, puisqu'il a été premier jeune prisonnier de France à l'époque, à l'âge de 13 ans. À l'époque, j'avais supplié les juges en leur écrivant, en leur disant qu'ils étaient en train d'écrire son destin, en fait, quelque part. Pourquoi il était en prison à 13 Pour ans avoir mis le feu dans une poubelle qui était proche d'une école. Donc, l'école... le mur de l'école avait pris feu. C'était un mercredi. Et ils ont considéré que c'était un incendie criminel. Bon, voilà. Donc, il a été incarcéré à Fleury-Mérogis à 13 ans. Donc, voilà, avec des jeunes majeurs, des jeunes adultes. Donc, ça a été très dur. Et je vivais les violences policières à travers son parcours, puisque j'ai toujours été très proche de lui. C'est un peu moi qui l'ai élevé, puisque mes parents travaillaient à cette époque-là, donc j'étais la seule fille. Et du coup, j'avais ce rôle, comme beaucoup d'autres jeunes filles issues des quartiers, ont ce rôle-là de remplacer un peu les mamans quand elles travaillent. Et donc, j'avais ce rôle-là. Est-ce que tu es l'aînée de ta famille ? Pas l'aînée, mais j'étais la sœur. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, j'avais ce rôle de m'occuper de mon petit frère. Et il me racontait parfois, il me disait, tu sais, nous, dans les commissariats, il y avait un rapport très conflictuel avec la police. Il me disait, tu sais, dans les commissariats, on nous attache au radiateur et on nous met des coups de bottin pour ne pas qu'il y ait de traces. Et c'est vrai que j'avais du mal à y croire. Et j'avais... Et c'est ça qui est contradictoire, c'est que j'étais proche de lui et j'avais du mal à y croire. Je me disais, c'est pas possible venant de la police. Et donc, du coup, aujourd'hui, le constat que je fais, c'est... Je comprends les gens qui ont du mal à y croire. Quand ils l'ont pas vécu, je le comprends. Et c'est vrai que du coup, tu avais un vécu différent par rapport à ton frère, c'est ça ? C'est-à-dire que lui, il vivait les violences policières. Et toi, en tant que jeune femme, oui, tu vivais des choses différentes. Je vivais des choses différentes. Déjà, je sortais pas beaucoup. Et du coup, c'était l'école, la maison, le ménage. Et c'est vrai que je le subissais pas, tout ça, en fait. Cette confrontation avec la police, je la vivais pas. Et je la vivais à travers ce qu'il me racontait, en fait. Et c'est vrai, je me souviens d'une phrase, parce qu'il écoutait beaucoup Renaud, ça je l'ai souvent dit. Et même si Renaud, depuis, a retourné sa veste, mais en tous les cas, il écoutait la chanson L'Hexagone et il la connaissait par cœur. Et il me disait, mais écoute les paroles. Et je lui disais, mais c'est quoi cette chanson de beauf ? Et je comprenais pas pourquoi mon frère, il écoutait une chanson de Renaud, quoi, à l'époque, et il l'apprenait à tous ses potes du quartier. Donc, c'était assez drôle. Et puis, il me disait, mais non, c'est une chanson qui est très critique vis-à-vis de la France. Oui, tout à fait, oui. Et donc, déjà, lui, à l'âge de 15 ans, il avait cette prise de conscience, en fait, et je lui disais, mais c'est bizarre, quoi. Et je comprenais pas, en fait, moi, à l'époque, l'Hexagone. Et lui... Et lui, à 15 ans, il avait très bien compris ce rapport conflictuel qu'il avait avec la police. Et ce rapport conflictuel avec la police, comment tu pourrais le qualifier ? C'est-à-dire que c'est un rapport qui découle du racisme qui existe en France, le fait que ces jeunes issus de l'immigration qui vivent dans les quartiers populaires sont traités différemment en raison de leur couleur de peau, aussi parce qu'ils sont issus d'un quartier populaire, donc modeste. Donc il y a une sorte de classe sociale aussi qui s'instaure. Est-ce que c'est ça, sa prise de conscience que tu évoques là ? Oui, sa prise de... Je pense qu'il y a un peu de tout. Effectivement, moi, à l'époque, à chaque fois que je reviens dans mon quartier, la Pierre Collinet, quand je rends visite à mes parents ou quand je vais au cimetière,
le quartier, déjà, il est il est situé loin du centre-ville, loin de la gare. Il faut prendre un bus, il faut sortir. Et je me souviens qu'à chaque fois, quand on sortait, qu'on prenait la voiture à l'époque où j'ai eu le permis, par exemple, à 18 ans, on avait toujours des policiers qui étaient entre le centre-ville et le quartier pour contrôler. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils se mettaient toujours à cette place-là. En fait, je le comprends mieux maintenant, puisque c'était le seul passage pour les jeunes des quartiers, de ce quartier-là, pour accéder au centre-ville. Donc, il y avait une espèce de filtre, comme si on n'aurait pas le droit d'aller... en fait, il fallait nous cantonner à notre zone et qu'on reste en fait tous ensemble. Et c'est ça la difficulté, je pense, qu'on a eue. Est-ce que toi, en tant que jeune femme, tu as été contrôlée, par exemple, ou est-ce que c'est spécifiquement les jeunes hommes qui sont visés ? Non, c'est plus les jeunes hommes. Nous, on a, pour ma part, moi, j'ai eu des espèces de réflexions un peu sexistes, du genre. Tiens, c'est la sœur d'Amin Bentounsi, parce que souvent, j'allais lui rendre visite, lui ramener des affaires quand je savais qu'il était en garde à vue. Donc, j'avais un rapport différent. Donc, c'est limite, il me regardait, mais on sentait que c'était malsain, quoi. C'était, tiens, c'est la petite beurette qu'on pourrait se faire, quoi. Tu vois, c'était un peu ça, quoi. Tu vois, c'était... Ouais, ça, c'est vraiment horrible en plus de ce que tu vivais. Ouais. Et donc tu racontes, tu en parlais tout à l'heure comment cette première incarcération, d'une certaine manière, a scellé le destin d'Amin, ton frère. À partir de ce moment-là où il a été incarcéré, quelle a été sa trajectoire et finalement comment ça s'est terminé pour les gens qui connaissent pas en fait cette histoire tragique ? Ça a été la catastrophe, c'est-à-dire qu'Amin, il a été marqué par sa première incarcération, notamment il y a quelques années avant qu'il soit en cavale et je l'avais eu au téléphone et c'est vrai que j'ai mon numéro de téléphone qui a presque 20 ans et j'ai toujours gardé ce numéro de téléphone parce qu'en fait c'est le numéro de téléphone que mon frère connaissait par cœur en fait. Et pour moi c'était important que si un jour il me perdait de vue, et même le commissariat avait ce numéro de téléphone, donc j'étais au courant tout de suite. Donc en fait, à partir du moment où il a été emprisonné, il est allé en prison. Jusqu'à cette dernière fois, il était emprisonné pour quelle raison ? Pour un braquage dans un supermarché. J'avais assisté à ce procès qui m'avait beaucoup émue parce que ce qui m'avait marqué aussi, c'était ce directeur, parce qu'en fait, ils avaient été traumatisés par les cagoules, par les armes, mais ce qu'il avait dit à la barre, ça m'avait touchée et je reconnaissais mon frère en fait, par rapport à ce qu'il disait. C'est que effectivement c'était un braquage et qu'ils avaient été traumatisés, mais qu'au-delà de ça, il avait apprécié l'attitude que mon frère avait eue envers ces femmes, où il leur avait dit vous inquiétez pas, j'ai une mère, j'ai une sœur, on n'est pas là pour faire du mal, nous on veut juste l'argent. Et quand il avait sorti ça à la barre, je me suis effondrée, je me suis dit bon voilà quoi. Et donc, il a été incarcéré, il a pris la fuite, et c'est suite à ça, en fait, dans le cadre de sa fuite, en fait, qu'il a été tué par une balle dans le dos. Oui, donc il lui restait pas grand-chose, en fait, mais il était arrivé à un stade où ça faisait 6 ans qu'il était en prison. Il y avait une petite fille qu'il a vue en prison et qui ne voyait pas beaucoup puisqu'il y a eu une séparation. Et c'est vrai qu'effectivement, il avait été broyé par le système carcéral et qu'on lui a pas fait de cadeau tout au long de sa vie jusqu'à sa dernière incarcération. 6 ans pour un braquage où il n'y avait pas eu de tir, de coup de feu, il n'y avait pas eu mort d'homme. Quand je vois que le policier qui a tué mon frère a pris uniquement 5 ans de sursis, je me dis, il y a un 2 poids 2 mesures. Et cette condamnation est intervenue après de longues années de bataille. C'est pas venu de soi que le policier soit. Et d'ailleurs, tu as été le moteur, enfin l'une des personnes qui a contribué à que la décision de justice soit rendue. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que cette bataille judiciaire s'est déroulée ? Parce que la mise en examen n'est pas arrivée de soi. Enfin, c'est que tu as dû trouver des témoignages toi-même afin que la version policière des faits, donc la version policière des faits, c'est que le policier était en légitime défense. C'est toujours la même défense que les policiers utilisent lorsqu'il y a ce genre de violence, c'est qu'il est en légitime défense. Et toi, tu as trouvé des témoins, 7 témoins, c'est ça, pour
renverser cette version. Oui, tout à fait. Donc, tout de suite, quand il y a eu... je me souviens des premiers titres, c'était un braqueur multirécidiviste a été tué. Voilà. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, mince, mon frère, il a joué, il a perdu. Comme n'importe quelle personne qui regarderait sa télé, en fait. Et c'était la version policière qui avait été relayée massivement. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, je connais mon frère, je sais que... Voilà, je sais qu'il a fait des choses, mais de là à vouloir tirer sur un policier, je pense qu'il prenait la fuite certainement et qu'il ne voulait pas retourner en prison. Et du coup, tout de suite, ça a été, j'ai pas réfléchi, j'ai appelé mon avocat, je lui ai demandé de me constituer partie civile, de demander une autopsie, mais ce qui se fait automatiquement, et qu'il y a eu une pression médiatique à ce moment-là, puisqu'on était pendant les 2 tours, l'élection présidentielle. Donc, en 2012. En 2012, Sarkozy qui s'était emparé aussi de l'affaire et de dire qui avait presque insulté mon frère de voyou et qu'il aurait mérité sa propre mort. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, lui, on lui a pas fait de cadeau, Amine. Moi, je vais pas leur faire de cadeau. Et ça a été instinctif. C'est-à-dire que d'aller chercher des draps, de marquer justice pour Amine, ce petit frère qu'on assassine, de partir du lieu, de là où il est parti, pour essayer de susciter la compassion, mais aussi que les gens puissent être sensibles à ça et les sensibiliser à cette question-là. C'est un homme qui est mort. Donc, je leur demandais s'ils avaient vu quelque chose. Et effectivement, ça a payé, puisque de 1 témoin, on est passé à 7 témoins, et 7 témoins qui disent exactement la même chose. Qu'Amine courait, qu'il était de dos et qu'à aucun moment n'a porté atteinte à la vie de ce policier. Et ce qui est aussi assez surprenant, c'est que la version policière a été relayée massivement. Donc, on a parlé de légitime défense, on a parlé de Ricochet, son avocat. Mais vraiment, ils n'ont pas honte, en fait, d'utiliser... quand il y a des faits avérés et qu'il y a des témoignages, ils s'entêtent à être ridicules, en fait, en maintenant cette version policière. Et jusqu'au procès où ce policier a maintenu la version qu'il a toujours tenue, en fait. Et ses collègues ont aussi fait des faux témoignages, enfin en tout cas l'un des collègues, tout à fait, pour aider, pour soutenir cet homme, ce policier qui a été condamné. Et un de ses collègues qui s'est rétracté à la barre et qui s'est effondré, en fait, parce qu'il a menti et il reconnaît. Son corps s'est effondré, ses jambes se sont effondrées devant la barre, et il a dit je suis désolé, j'ai menti, en fait. Tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est juste les propos que m'a relayé mon collègue, alors que moi, je n'étais pas là, et voilà. C'est-à-dire que cette version policière, celle qu'on entend le plus souvent quand on ne connaît pas la victime, quand on ne connaît pas la personne qui est morte, on n'entend que braqueur multirécidiviste, qui est une réalité d'Amine, mais l'autre réalité aussi, c'est que toi, tu connaissais en tant que sœur, que toi, tu as eu le doute en te disant, mais cette version, c'est pas possible, et ce doute-là, en fait, il n'est pas permis quand on n'a pas une sœur qui nous aide, quand on n'a pas... Voilà. D'autant plus qu'il a pris une balle dans le dos, c'est ça en fait, c'est que la question de la légitime défense était difficilement crédible dans le sens où on sait qu'il était de dos, donc pas du tout en position d'attaquer. Et il y a une autre question que je voulais te poser, parce que c'est vrai qu'on est allé sur le procès, mais avant même le procès, tu as déjà été confronté à la controverse, puisque tu as fondé un collectif qui s'appelle Urgence Anthropolis Assassine, et tu as été en fait prise à partie de manière très virulente par celui qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode aussi ? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que j'avais une telle rage, mais une rage de détermination vraiment pour obtenir justice, parce que moi, il était inconcevable que je n'obtienne pas justice. C'était impensable pour moi. Et du coup, après avoir vu les images de l'autopsie de mon frère, ça a été très, très, très douloureux pour moi. Et je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas agir. Et donc, avec la rencontre d'autres familles qui vivaient les mêmes drames, notamment la famille de Wissam El Yamni, la famille de Ramata à l'époque, Ramata Dieng, la sœur de Lamine Dieng, et d'autres familles, on avait, en fait,
on s'est rendu compte qu'on avait exactement nos frères n'étaient pas morts de la même façon ni pour les mêmes raisons. Mais en fait, le processus, il était le même systématiquement. Ramata Dieng, c'est la sœur de Lamine Dieng qui est mort en 2007. Lui, par des policiers qui étaient qui sont mis sur lui et qui l'ont étouffé. Tout à fait. Le processus, il est identique à chaque fois, criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à la rendre coupable de sa propre mort. Et toutes les histoires se ressemblent. Donc, nos frères ne sont pas morts de la même façon ni pour les mêmes raisons, mais en tous les cas, le processus reste identique. Et on le voit encore aujourd'hui, systématiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour nous, il était important d'alerter l'opinion publique. Et c'est vrai que Urgence, notre police assassine, quand on l'a créé, c'était... les gens nous regardaient un petit peu, mais vous êtes sûr de pouvoir dire ça vous avez même ma propre famille. Moi, à l'époque, ma famille m'ont dit, mais fais attention. Ramata, qui elle, a eu du mal aussi avec le collectif Urgence Notre Police Assassine, parce qu'elle avait aussi des frères et qu'elle voulait pas par rapport à sa famille, elle voulait pas qu'il y ait des répercussions. Donc, du coup, elle est restée avec son collectif Vivolé et elle a préféré ne pas faire partie du collectif Urgence Notre Police Assassine. Donc, c'est pour vous dire, la police, dans la tête des gens, comment ça peut faire peur. Toi, tu voulais vraiment interpeller, tu voulais créer un électrochoc par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Je voulais interpeller, je voulais même choquer, et puis j'avais plus rien à perdre en fait. J'étais tellement dans une douleur, c'était inexplicable en fait. Je pourrais même pas vous dire. J'avais une espèce de rage, une boule à l'intérieur qui me poussait à faire des choses qu'aujourd'hui je serais incapable de faire. Et donc du coup on a monté l'idée de ce court-métrage parce que je regardais un peu dans tous les pays, il y a des spots de recrutement de la police française et je me suis dit pourquoi pas le tourner en parodie et j'avais monté un spot qui était vous voulez commettre des crimes en toute impunité, vous êtes violent, arrogant, méprisant, ne respectez pas le code de la déontologie, prêt à tuer sans être en état de légitime défense, ne vous inquiétez pas, nos syndicats sont puissants, la justice est là qui vous protégera et vous acquittera. Engagez-vous dans la police française. Donc voilà, donc ça a été très très fort. Donc là, j'avais gagné la bataille de la communication et de la visibilité. Et c'est comme ça, en fait, c'était en 2014. C'est comme ça qu'on a commencé à parler de nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler des familles de victimes. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était très difficile. Même Ramata qui avait vivolé depuis 2007. Depuis 2007, on en parlait... il n'y avait pas de cette visibilité, ce focus sur les familles de victimes. Et là, Emmanuel Valls a porté plainte pour diffamation contre une administration. Ça, c'est qu'est-il arrivé à la plainte ? Alors, la plainte, donc, il y a eu un procès. Donc, ce procès, j'ai voulu en faire une tribune politique parce qu'au-delà de l'affaire de mon frère, c'était aussi l'affaire de... C'est ensemble qu'on serait tous forts, en fait. Et c'était aussi de pouvoir donner la parole à d'autres familles qui ne l'avaient pas, comme la famille, à l'époque, de Laoussine Toumgar, de Amadou Koumé, qui est arrivé par la suite. Puisque le procès a eu lieu en 2015. Il y a eu... j'ai fait intervenir aussi le comité de Alizeri, ce retraité qui a été tué, pareil, dans les mêmes circonstances que Lamine Dieng et qu'Amadou Koumé. Et donc, du coup, je voulais que les gens puissent venir s'exprimer et dire, parce qu'il n'avait jamais eu de procès qui puisse être entendu, parce que vous imaginez même pas comment nous, famille, on peut être en fait en n'ayant pas obtenu justice. Moi, pour ma part, voilà, je l'ai obtenu la justice, mais à quel prix en fait ? À quel prix ? Parce que ça fait 8 ans, mes enfants, je les ai pas vus grandir. J'ai eu 2 autres petits bouts, c'est ma fille qui s'en est occupée. Voilà, on loupe des choses en fait. On loupe des choses. Et toi, justement, la question, parce que c'est vrai que c'est un combat politique important, mais toi, en tant que personne, comment t'es passée tu disais que t'avais monté ton entreprise, comment t'es passée de commerçante
militante contre les violences policières avec un discours extrêmement structuré sur le racisme systémique, sur les conséquences des politiques précédemment coloniales et aujourd'hui post-coloniales. Comment tout d'un coup tu découvres cette question-là et tu deviens tout d'un coup une activiste? En fait, je la découvre, mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà en moi. Parce que cette forme d'injustice, je la supportais pas déjà à l'époque quand j'étais commerçante. Et d'ailleurs, le choix que j'ai fait d'être autonome et d'être indépendante, c'était aussi presque un choix politique. C'est-à-dire, vous voulez pas de moi, ok, allez tous, voilà, et je vais le faire. Et dans le but aussi de parce que c'est vrai que le parcours de mon frère me touchait et que je voyais la difficulté qu'avait mon frère et tous mes autres frères aussi à trouver du travail parce qu'ils viennent d'un quartier, parce qu'ils sont issus de l'immigration post-coloniale. Et on m'a toujours renvoyé aussi à ce que je suis et ça me dérangeait, même si à un moment donné j'ai essayé de camoufler, d'effacer ce que j'étais, mais au fond de moi, je savais ce que j'étais, je savais de là d'où je venais, et l'idée, c'était aussi que je travaille pour donner de la chance, mais aussi pouvoir donner de la chance à mes frères et pouvoir être structurée et de pouvoir les faire travailler un jour aussi. Et c'était ça le but, et je pense que c'est quelque chose qui était ancré déjà en moi, enfoui, et que ça c'est vraiment qu'il y a eu une espèce de prise de conscience le jour de la mort de mon frère, en fait, vraiment. Ça a été un électrochoc, ça a vraiment été quelque chose qui t'a transformé, oui, en fait. Tout à fait. Et est-ce que ça a transformé la manière dont tu voyais la France? C'est-à-dire que nous, on vit beaucoup dans l'idéal républicain, et puis surtout en tant que jeune femme, je pense que c'est notre cas à toutes les trois, on n'est pas exposé au même type de violence et pas au même type de préjugés. Donc est-ce que toi, tout d'un coup, tu as découvert quelque chose de différent de ton pays? J'ai redécouvert, c'est-à-dire que, comme je te disais, c'est quelque chose que j'avais en moi et que j'essayais de ne pas, pour vivre un peu légèrement et pas être dans cette problématique systématiquement. Et je pense que c'est quelque chose que j'occultais, en fait, que j'essayais de ne pas voir. Voilà, et que oui, c'était une évidence. Et juste pour se terminer par rapport au procès, donc tu as réussi à faire condamner le policier, mais même s'il a été reconnu coupable, il est toujours policier. Il est toujours policier. Il répond au téléphone. Donc je rappelle son nom, Damien Saboudjian. Donc il est à Grenoble. Il est à SOS Police. C'est lui qui répond. Donc, pendant 5 ans, il n'aura pas d'arme. Il n'a pas le droit de porter une arme de service. Mais dans quelques années, il pourra à nouveau, peut-être, puisqu'il n'y a pas eu de sanctions administratives qui a été prise par l'administration. Il a été condamné en appel aussi, je voudrais rappeler. Donc, c'est extrêmement long de faire un procès, de faire 2 procès. Et pour la famille, et aussi, et tu évoques, et je trouve que c'est important, l'aberration qui pèse à charge des familles de victimes de violences policières de remédier au dysfonctionnement qu'il existe au sein de l'institution de la police, comme il existe cette charge pour les personnes qui sont victimes de racisme de dénoncer le racisme, les victimes de sexisme de dénoncer le sexisme. En fait, c'est incroyable que ce soit toujours aux personnes qui subissent et qui sont victimes de quelque chose d'en apporter la preuve. D'apporter la preuve et d'être les seuls à vouloir que ça aille mieux, en fait. C'est-à-dire que pour ce qui est de la police, c'est quand même une institution régalienne de tous les États. Toi, tu as fait du droit depuis. Donc tu fais du droit, tu es juriste. C'est incroyable que cette charge-là, elle pèse sur les populations et pas sur l'institution en elle-même. Oui, effectivement. Donc le racisme, je crois qu'il est ancré au sein même de la police, même si on a envie de nous faire croire le contraire. Tous les policiers, bien évidemment, ne sont pas des racistes en puissance, mais il y en a beaucoup. Et on a envie et on nous empêche, en fait, de le dire et de critiquer. À partir du moment où on le dit, on est considéré comme être anti-policier ou anti-républicain. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut pouvoir le dire haut et fort. Il faut pouvoir remettre en question le travail
de ces agents qui sont au service de la population, qui normalement ne devraient pas bénéficier de privilèges. Moi, je parle de privilèges d'enfants gâtés. On le voit bien dans toutes les revendications qui font, par exemple, notamment sur la retraite. Là, un exemple tout simple, c'est les premiers à avoir été écoutés par ce gouvernement. Donc moi, la théorie de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a vraiment une séparation des pouvoirs. Tu as évoqué l'actualité. On parle de plus en plus de violences policières, comme on l'a dit en intro. J'aimerais bien te faire écouter un petit son avant qu'on reprenne la conversation. Je suis en désaccord complet avec son approche. Nous ne sommes pas d'accord. Je récuse le terme de violence policière. Je considère qu'il y a de la violence dans la société. Quand des actes condamnables sont faits, les policiers comme les gendarmes doivent être exemplaires et à ce moment-là être sanctionnés, poursuivis et sanctionnés si leur culpabilité est prouvée. Mais la violence, elle est d'abord dans la société. Et en France, la police comme la gendarmerie sont au service d'un ordre républicain. Ils sont là pour protéger les lois. Donc je ne mets pas ces violences au même niveau. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec leur approche. Alors c'est Emmanuel Macron qu'on a entendu en janvier, le 30 janvier sur BFM. Il y a toujours ce déni de l'existence de violences policières au plus haut niveau de l'État, mais il y a quand même une injonction qui est faite de manière un peu implicite, en tout cas une pression qui est exercée pour que les politiques s'expriment dessus. Et c'est vrai que ce sont des violences qui ont été dénoncées pendant des décennies par les quartiers populaires. Il y a eu la marche contre le racisme en 1983, il y a eu mai 67 en Guadeloupe. Donc tant que les populations en fait majoritairement exposées étaient des populations non blanches, on a l'impression que c'était pas vraiment un sujet. Aujourd'hui, ça l'est, même s'il y a un déni de la part du gouvernement. Et toi, donc du coup, tu continues à agir à deux niveaux. Donc à ton niveau personnel, en ayant repris tes études, ce dont tu vas nous parler, et aussi parce que tu as lancé une application justement pour lutter contre les violences policières. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux choses? Oui, donc c'est vrai que mon parcours a fait que je me suis intéressée au droit et que pour moi il était primordial de bien connaître ce système dans lequel on vit et les problématiques qu'on peut rencontrer, mais aussi parce que j'ai fait du droit malgré moi en fait, parce que vous savez, notre page Facebook, c'est quotidiennement. On reçoit des coups de téléphone, des messages de sœurs, de frères, de victimes qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait face à la police en fait. Et du coup, oui, on est obligé de leur répondre et on est obligé de pouvoir les soutenir. Et on a l'impression qu'on est en train de pallier un manque institutionnel. Est-ce que vous imaginez que nous, familles de victimes, c'est à nous d'aller conseiller les familles? Et même, il y a une espèce de suivi, c'est presque une thérapie aussi. Parce que moi, quand j'ai des sœurs au téléphone avec qui je reste plus d'une heure et qui me disent « Mais Amal, tu sais même pas la force en fait que tu nous donnes. » Et alors qu'on a vécu des drames, on a vu des choses, moi pour ma part, j'ai vu des choses, des images de guerre. C'est-à-dire, quand tu vois les images de ton frère découpées en morceaux, parce qu'il y a une autopsie et qu'il faut révéler si c'est une balle dans le dos. Une autopsie, c'est pas comme dans un film. Donc, ces images-là, elles restent. Pas toutes les familles, mais c'est un traumatisme. Et on n'a aucun suivi, c'est-à-dire qu'au contraire, on va essayer de nous attaquer, on va essayer de nous poursuivre en justice, on va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, on va essayer de nous renvoyer à notre place de sœur de délinquants, et que tout ça ne serait pas légitime. De demander la justice, on n'y aurait pas le droit. Et qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ces policiers deviennent juges et bourreaux. C'est-à-dire qu'ils se sentent au-dessus des lois. Et on peut le voir aussi, je me permets de t'interrompre, mais Assa Traoré te cite dans son premier livre comme ayant été Assa Traoré, donc la sœur d'Adama Traoré qui est mort en 2016, lui entre les mains des gendarmes, elle te cite. Et c'est vrai qu'elle-même, elle s'est retrouvée en fait mise en examen parce qu'elle a nommé les gendarmes qu'elle considère comme étant à l'origine de la mort de son frère. Donc c'est vraiment cette criminalisation dont tu parles. Tout à fait. Dès qu'ils sentent qu'il y a une pression politique, qu'il y a une sensibilisation de l'opinion publique à travers les combats et tous les
des outils qu'on pourrait mettre en place, oui, il y a une forme de criminalisation, de façon vraiment à ce qu'on nous rappelle qu'en fait, on n'a pas le droit de critiquer la police. Et c'est vraiment ça, en fait. Et moi, je me bats pour ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai repris mes études, parce que moi, si un jour je suis amenée à être avocate, je prendrai uniquement des affaires de violence policière. Je ne ferai pas ça pour l'argent. Ça sera par conviction, voilà. Et puis parce que quelque part, c'est beaucoup d'autres petits frères qui sont amenés à subir ça. Et qui mieux d'autres que moi pour comprendre et pour pouvoir les défendre, parce que c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des avocats qui ont une paire et qui y vont, quoi, et qui ne cherchent pas que la lumière ou la notoriété, mais que c'est quelque chose qui les touche. Et on en a quelques-uns, hein, bien évidemment. Et vraiment, moi, j'invite vraiment la jeunesse à se pencher, à faire des études, soit pour devenir avocat, soit pour devenir magistrat, parce qu'il faut que cette problématique, elle avance et que la question des violences policières, elle soit traitée et qu'on arrête avec ce déni de justice. En 2012, on n'en parlait quasiment pas. Moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir, vraiment. Même si on a le sentiment que les choses n'avancent pas, moi je vois l'évolution depuis 2012 jusqu'à maintenant. Bien évidemment, il y a eu les mouvements sociaux qui ont fait que les violences policières, on en parle un peu plus. Malheureusement, profitons de tout ça pour essayer de faire quelque chose, d'être productif et de mettre une surveillance citoyenne. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire, puisque l'application qui s'appelle UVP, Urgence Violence Policière, c'est une application qui va pouvoir permettre aux gens de filmer les policiers, des scènes de violence policière. Donc, c'était pas une application pour faire une application vidéo, pour faire des vidéos. C'est une application où à partir du moment où la personne appuie pour enregistrer la vidéo nous est envoyée automatiquement sur nos serveurs. C'est-à-dire que nous, famille de victimes, on aura la possibilité d'avoir des éléments de preuve contre ces policiers, et en tant qu'association aussi, puisqu'il faut rappeler que le collectif s'est transformé, même si le collectif reste le collectif, mais qu'on a une association qui est l'Observatoire national des pratiques et des violences policières. Donc on aura aussi une qualité à agir, puisque c'est prévu dans nos statuts, et qu'on se rend compte qu'à chaque fois que les victimes, des personnes qui ont été victimes de la police, ont du mal à aller jusqu'au bout. Et du coup, l'idée, c'est aussi de travailler avec un collectif d'avocats qui seraient prêts à prendre des affaires avec l'aide juridictionnelle, parce que les gens ont besoin de réponses. Et c'est vrai que c'est quand une partie des frais d'avocat sont pris en charge par l'État. Tout à fait. Et du coup, c'est l'idée. Et cette application, elle va changer la donne, puisque les gens qui seront connectés pourront recevoir un signal aussi pour dire, voilà, il y a tel événement qui se passe. Nous, on les préviendra. C'est géolocalisé. Voilà, il y a une géolocalisation très précise. Et du coup, on pourra informer les gens qui sont autour d'aller en renfort et d'aller filmer ce qui peut éventuellement se passer. Et juste, ce qui est important, c'est que tu dis qu'il y a un serveur, parce que souvent, les téléphones sont confisqués. En fait, oui, c'est souvent, les gens filment et ils peuvent pas utiliser les films parce qu'on leur confisque leur téléphone, ou qu'on les oblige à effacer les films qu'ils ont faits. Et donc là, s'il y a une copie de secours, en fait, ça permet aux gens de prouver quel que soit le destin de leur téléphone. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi quelle est la législation par rapport au fait de filmer des policiers ? Parce que toi, tu as été en garde à vue une nuit pour avoir filmé des policiers. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel est le point légal par rapport au fait de filmer des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ? Alors, il y a une circulaire qui date du 23 décembre 2008 qui autorise n'importe quel journaliste ou citoyen à filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Les seuls policiers qu'on n'a pas le droit de filmer, c'est les policiers qui doivent garder l'anonymat, comme le GIGN et d'autres. Mais sinon, les policiers qui sont soit en civil ou soit avec les voitures sérigraphiées, avec leur tenue, dans la voie publique, on a le droit de les filmer.
Ça, c'est autorisé. Et souvent, alors je ne sais pas si c'est par manque de connaissances juridiques ou c'est parce qu'en fait, on n'a pas envie, ils n'ont pas envie qu'ils soient filmés. Souvent, les policiers disent vous n'avez pas le droit de filmer, en fait. C'est pour intimider, en fait. C'est une intimidation. Voilà, c'est une intimidation. Et donc là, vraiment, avec cette application, ils n'auront pas le choix que d'être filmés, puisque nous, on aura les images. Donc nous, ce qu'on a prévu aussi, parce que là, dernièrement, c'est le débat un petit peu qui a lieu, c'est que les policiers demandent au ministre de l'Intérieur de légiférer sur la question de la diffusion des vidéos. Donc on sait bien pourquoi ils veulent le faire, parce que c'est pas parce qu'il y a des cas où on reconnaît des policiers, c'est exceptionnel, vraiment des cas où des policiers se font agresser parce qu'ils ont été reconnus. Je vais dire, il y en a 2 quoi. Voilà. Donc, on a envie d'en faire une généralité, encore une fois, et de dire, non, il faudrait qu'on arrête de filmer les policiers et de légiférer autour de cette question-là. Alors, si on légifère autour de cette question-là, même de les flouter, c'est-à-dire qu'après, on ne pourra plus les reconnaître et on ne pourra plus avoir la possibilité d'avoir accès à la justice. vérité, donc, oui. il y a une violation, je crois que c'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, on n'aura plus accès à un procès équitable et on n'aura plus la possibilité de pouvoir filmer ces policiers. C'est vrai que cette application, c'est aussi, il faut le rappeler, c'est le fruit de l'observation qu'on a depuis ces années par rapport à leurs réponses, par rapport aux faits. Et donc, du coup, on a prévu tout ça. C'est-à-dire que sur nos serveurs, on recevra la vidéo des policiers en question sans que leur visage soit flouté. Mais si la législation change entre-temps, on a prévu le floutage des policiers. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on les aura en notre possession et qu'on aura une qualité à agir et qu'on pourra les mettre à la disposition de la justice. Donc, d'où l'intérêt là, je fais ma petite promo, même si le but, c'est pas de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais on en est très fiers de cette application parce que c'est vraiment une idée des familles, quoi. Et c'est notre petit truc, c'est notre petite arme. Et donc, voilà, donc si ça peut... Comment s'appelle l'application ? Alors, l'application s'appelle UVP, pour dire Urgence Violence Policière, et elle est disponible, donc il faut la télécharger et voilà, ça sera une petite arme qu'on aura dans notre téléphone pour lutter contre l'impunité policière, pour se protéger. Et on vous rappelle que selon le défenseur des droits, un jeune homme qui est perçu comme arabe ou noir a 20 fois plus de risques d'être contrôlé qu'une personne appartenant à une autre tranche de la population. On sait aussi, selon l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, que 90% des personnes qui meurent entre les mains de la police sont des jeunes hommes issus des quartiers populaires. Donc cette application sera un outil pour que ces chiffres baissent, ces chiffres et que le nombre de personnes qui meurent aux mains de la police ou sont blessées. Alors en 2019 c'était 26 personnes et on espère que pour 2020 ce chiffre diminue drastiquement, quoi. Et il faut rappeler aussi que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits humains, interpellée de manière aussi récurrente par les Nations Unies. Donc ça veut dire que vraiment la France n'est pas un pays qui se comporte bien de ce point de vue-là en termes de traitement de la population. Malheureusement, on doit terminer. On a énormément de choses. On a préparé plein de questions à te poser à Mal, mais on est limité par la durée du podcast. Mais c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci à vous. N'hésite pas à continuer à nous donner des informations sur ton action. On sait que tu es en pleine période d'examen en ce moment, donc on te remercie d'autant plus d'être venu faire une petite pause dans Kif Taras pour nous parler de cette question importante qu'on n'avait pas évoquée de cette façon-là depuis le début de l'existence du podcast. Donc tu es une figure vraiment importante de cette lutte-là, qui lutte sans relâche depuis longtemps et qui transmet. Merci. Donc on est très très honorés de t'avoir reçu, cher Amal. Le combat continue pour nous. Merci Amal. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Et aujourd'hui, Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Mathieu Thévenon. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Amal. Salut Grace. Salut Rokhaya.